J'étais déjà anxieuse en entrant dans le jardin de mes parents ce jour-là. Chaque fois que je me forçais à venir, je me disais, reste neutre, reste calme, garde tes distances, reste sur tes gardes. J'avais 29 ans, j'étais une femme adulte, mère célibataire d'une petite fille de 8 ans nommée Chloé. Mon seul objectif était de la protéger de tout ce que j'avais vécu. Mes parents faisaient toujours comme si j'étais excessive, comme si j'inventais des traumatismes parce que les familles normales se disputent parfois. Mais mes parents ne se disputaient jamais avec ma sœur Mélanie. Ils s'en prenaient à moi. Ils me punissaient. Ils me rabaissaient. Mélanie était l'enfant prodige. Mélanie était traitée comme une reine depuis sa naissance. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Nous étions à ce barbecue dans le jardin cet après-midi-là parce que ma mère m'avait culpabilisé pour que je vienne. Elle m'avait dit, les gens remarquent à quel point tu es distante. Ne nous affiche pas juste parce que tu n'arrives pas à passer outre tes enfantillages d'autrefois. Des enfantillages. C'est ainsi qu'ils appelaient des années d'humiliation. Chloé se tenait à côté de moi dans son petit sweat à capuche rose et son jean parce qu'elle sortait de son cours de danse. Toujours habillée, toujours excitée. Elle pensait qu'elle allait manger des burgers et jouer avec ses cousins. Mélanie est sortie avec sa combinaison de créateur comme si elle était dans une émission de télé-réalité. Elle a scanné Chloé de haut en bas comme si elle était un article défectueux en solde. Waouh, a ricané Mélanie. Tu ne l'habilles toujours pas comme une fille qui compte. Chloé a baissé la tête. Ma mâchoire s'est contractée. Pas aujourd'hui, ai-je murmuré dans ma tête. Pas de dispute, pas d'explosion, pas de piège. Mélanie s'est approchée et a chuchoté. Tu penses vraiment que cette gamine va devenir quelqu'un de spécial? Tu es en train d'élever une version dégradée de toi-même? Je n'ai pas répondu. Ma mère a ri avec elle comme si c'était l'observation la plus drôle de l'histoire de l'humanité. C'est ce qui arrive quand on ne choisit pas les bons hommes, a dit maman. La racaille engendre la racaille. Chloé a cherché ma main. J'ai serré la sienne en retour. Mon père a marché derrière moi et a dit, tu as l'air misérable, Léa. Peut-être que si tu avais essayé d'être plus féminine en grandissant, tu n'aurais pas fini mère célibataire. C'était leur sport favori, une véritable chasse psychologique. J'ai dit à Chloé, va t'asseoir au bord et regarde l'eau. Je vais te préparer une assiette. Je me suis détourné pendant 5 secondes. 5 secondes. Quand je me suis retourné, Mélanie était derrière Chloé et l'a poussée directement dans le grand bain de la piscine, tout habillée, jean, sweat, chaussettes, tout. Mon cri ne ressemblait même pas à un cri. C'était viscéral. J'ai couru vers la piscine. Je n'ai même pas réfléchi. Chloé coulait. Ses cheveux s'étalaient comme de l'encre noire sous l'eau. Elle ne remontait pas vite. Elle avait 8 ans. Elle a paniqué. J'ai essayé de sauter, mais mon père m'a attrapé par le cou par derrière et m'a plaqué en arrière. Arrête, a hurlé mon père dans mon oreille. Elle doit apprendre. Si elle ne peut pas survivre à l'eau, elle ne mérite pas de vivre. J'ai griffé son bras avec toute l'énergie du désespoir. Mon corps tremblait de terreur pure. Je hurlais le nom de Chloé comme si mes poumons se déchiraient. Mélanie se tenait là, en train de rire. Ma mère se tenait juste à côté d'elle, tenant son verre, sans bouger. Ma fille était sous l'eau. Mon père m'écrasait la gorge avec son bras. Les bords de ma vision devenaient flous parce que la rage, la panique et la peur se produisaient tout en même temps. J'ai donné un coup de pied en arrière dans les jambes de mon père si fort qu'il a perdu l'équilibre pendant une fraction de seconde. Je me suis arraché à son emprise et je me suis jeté dans la piscine. Les yeux de Chloé étaient ouverts, grands, paniqués, me cherchant. Elle était encore consciente, mais à peine. J'ai passé mon bras autour de sa poitrine et j'ai battu des pieds pour nous faire remonter toutes les deux. Quand je l'ai sortie de l'eau et que je l'ai tenue, tremblante, toussant, s'étouffant, essayant de respirer, je les ai regardés. Ma sœur a ricané comme si elle avait fait quelque chose d'iconique. Mon père a ajusté sa chemise comme si de rien n'était. Ma mère a levé les yeux au ciel et a dit, quel drama queen. Tout ça pour une petite baignade. J'ai serré Chloé plus fort. C'est à ce moment précis que quelque chose a basculé en moi. Quelque chose de dur, quelque chose de définitif. Ce n'était plus une famille. C'était une menace.
Et là, ruisselante d'eau, tenant ma fille qui grelottait et toussait, j'ai pris une décision. C'est leur monde qui allait se briser ensuite, pas le mien. Parce que cette fois, je ne me contentais pas de leur survivre. J'allais leur couper tout accès à nous, et ils ne le verraient pas venir. J'ai appelé le 17 avant de pouvoir y réfléchir à 2 fois. Mes mains tremblaient encore, et Chloé toussait faiblement, de la mousse au coin des lèvres, les cheveux plaqués sur le visage. L'opératrice est restée calme et m'a dit de la garder au chaud et de la mettre sur le côté. Les secours sont arrivés en quelques minutes qui m'ont semblé durer 1 heure. Ils ont été doux, professionnels, et ont immédiatement pris les choses en main avec cette compétence tranquille qui a fait diminuer la panique dans ma poitrine juste assez pour que je puisse respirer. Ils ont découpé les vêtements trempés de Chloé, l'ont enveloppée dans des couvertures de survie, ont vérifié ses poumons et son cœur, et m'ont dit de les accompagner aux urgences pour observation. J'étais assise dans l'ambulance avec sa tête sur mes genoux et je regardais ses paupières trembler comme les ailes d'un oiseau essayant de se stabiliser. À l'hôpital, ils ont fait des examens et surveillé son taux d'oxygène. L'infirmière, qui lui tenait la main pendant que je remplissais les formulaires, avait ce regard que je connaissais bien, le regard de quelqu'un qui avait déjà vu l'horreur déguisée en amusement familial. Le médecin des urgences a posé exactement le genre de questions qui rendaient impossible à taire les mensonges que mes parents avaient toujours racontés sur moi. Qui était avec elle? Qui l'a poussée? Qui vous a retenu quand vous avez essayé de l'aider? J'ai dit la vérité avec les phrases sèches de quelqu'un qui avait répété cet aveu dans sa tête pendant des années. Ils ont enregistré les dépositions. Ils ont documenté les bleus dans le compte-rendu. L'assistante sociale de l'hôpital s'est assise avec moi après et m'a dit doucement, « Je vais passer l'appel nécessaire pour que votre enfant soit protégé. » Je n'ai pas demandé de nom. J'ai seulement hoché la tête. La police est venue et a pris des dépositions formelles. Des agents se sont rendus dans le jardin, ont photographié la piscine, ont pris les témoignages des cousins qui ont finalement admis avoir vu Mélanie pousser Chloé et que maman avait ri. Quand les policiers ont posé des questions sur le commentaire de mon père, « Si elle ne peut pas survivre à l'eau, elle ne mérite pas de vivre », ils l'ont noté mot pour mot. Sur le chemin du retour de l'hôpital, avec Chloé emmitouflée et endormie sur mon épaule, un policier m'a tendu une carte et a dit « Nous avons déposé un rapport et transmis le dossier à l'aide sociale à l'enfance. Un travailleur social vous contactera sous 24 heures. » Le langage bureaucratique semblait clinique et froid, mais sous cette fine couche de papier se cachait un système qui pouvait les empêcher d'ouvrir à nouveau cette porte. L'ASE a appelé dès l'aube. La travailleuse sociale, une femme nommée Maria au regard assuré, nous a rendu visite dans notre chambre d'hôtel sécurisée temporaire 1 heure plus tard. Elle a parlé franchement des options, un plan de sécurité d'urgence, des visites uniquement supervisées, une ordonnance de protection temporaire et une notification à l'école pour que Chloé ne leur soit jamais confiée. Elle a expliqué le processus sans drame et a dit qu'il se coordonnerait avec les administrateurs de l'école et la police pour garantir le respect de ces mesures. L'entendre décrire les mécanismes de protection a dénoué quelque chose en moi. Des outils étaient enfin en place pour imposer la sécurité au lieu de la supplier. J'ai signé les formulaires. J'ai remis mon téléphone avec les captures d'écran que je conservais depuis des années. Les SMS, les insultes, les enregistrements que je n'avais jamais osé faire écouter devant eux. Maria les a classés comme preuve. Elle a appelé l'école, a parlé à la directrice et, dès l'heure du déjeuner, Chloé avait un code de sécurité confidentiel dans son dossier. Les enseignants et le personnel ont été informés de ne jamais la confier à qui que ce soit sans mon consentement écrit ou un plan supervisé vérifié. L'école a désigné un membre du personnel de confiance pour aller la chercher en classe si nécessaire jusqu'à ce que la situation soit réglée. Cette bureaucratie a agi comme un bouclier. La nouvelle s'est propagée dans un réseau d'un autre genre, plus calme et plus délibéré que les commérages. J'ai rencontré en privé le prêtre de la petite paroisse où mes parents aimaient tant s'afficher, et je lui ai fait un récit factuel sans venin, un enfant mis en danger, des témoins qui ont vu la scène et un père qui a activement empêché le sauvetage. Il n'a pas porté l'affaire à l'hôtel. Il a passé un appel privé à un ministère de prière qui proposait du conseil familial, mais aussi aux anciens de la communauté qui géraient les événements de l'Église. Nous ne pouvons pas permettre que des enfants soient en danger au sein de notre fraternité. En quelques jours, la liste des bénévoles qui glorifiaient autrefois le leadership de mon père a cessé de mentionner son nom. Il a été discrètement retiré de ses fonctions de bénévole auprès des jeunes en attendant l'enquête. Pas de publication virale, pas de spectacle public, juste des institutions qui fermaient discrètement les portes qu'il franchissait autrefois avec arrogance.
J'ai également contacté 2 personnes de confiance dans le cercle social de mes parents, calmement, avec des faits, et je leur ai demandé de respecter une limite simple, aucun contact non supervisé avec Chloé et aucun événement social où des enfants seraient présents jusqu'à la fin de l'enquête. À ma surprise, une cousine qui ricanait autrefois avec maman de mes échecs m'a répondu par SMS, « Je ne savais pas. Cela n'aurait jamais dû arriver. Je garderai mes enfants loin de leur maison. » C'était peu, mais ça comptait. Des boucliers sociaux s'assemblaient autour de nous sans faire de bruit. Mon avocat, recommandé par un ami et spécialisé dans la sécurité familiale, a rédigé une demande de protection d'urgence et l'a envoyée à la police et à l'ASE en décrivant le comportement habituel et le danger immédiat. Je n'ai pas cherché à me venger dans les journaux. J'ai cherché une clôture juridique et administrative, des visites supervisées uniquement, des protections scolaires et une trace écrite claire qui rendrait toute tentative d'intimidation traçable et sanctionnable. L'avocat m'a également conseillé sur les options de garde si je décidais d'éloigner définitivement la vie de Chloé de la leur. Nous n'avons pas lancé la procédure du jour au lendemain. Nous avons construit les fondations lentement avec des preuves, des notes de médecins et des témoignages. En coulisses, j'ai construit une forteresse pratique, changement de numéro de téléphone, nouvelle adresse postale pour les documents scolaires, nouveau verrou sur la porte de mon petit appartement, de petits mouvements bureaucratiques qui ne coûtaient rien en spectacle mais tout en sécurité. J'ai convenu avec une amie, Elena, qu'elle soit inscrite comme contact d'urgence pour Chloé lors de ses activités extrascolaires. J'ai inscrit Chloé à un cours de natation local où les instructeurs étaient formés à la sécurité aquatique et à la protection de l'enfance. Et je me suis assuré que les séances avaient lieu à des moments où mes parents ne pourraient jamais se présenter sans prévenir. J'ai appris à Chloé comment flotter et comment appeler à l'aide d'une voix calme. C'était une leçon axée sur l'autonomie plutôt que sur la peur. Et j'ai pris une autre série de décisions pour qu'ils ressentent une perte là où ils avaient toujours ressenti de la fierté. Mon père était celui qui se vantait d'organiser des barbecues, des fêtes au bord de la piscine où ses amis apportaient leurs grosses voitures et servaient du vin. J'ai annulé l'invitation au prochain événement familial, non pas par un message public, non pas avec fracas, mais en appelant son meilleur ami, l'homme qui co-organisait ces rassemblements. Et en lui expliquant la situation en termes simples, je ne peux pas amener Chloé à cette fête compte tenu de ce qui s'est passé. Il a confirmé en privé que le prochain rassemblement serait réservé aux adultes et se tiendrait loin de la maison. Cela a vidé sa scène sociale de toute substance. Il a remarqué l'absence d'applaudissements, et il ne savait même pas pourquoi. Je n'ai pas appelé les journaux. Je n'ai pas utilisé leur honte comme une arme sur les réseaux sociaux. J'ai utilisé la structure, les institutions et la pression communautaire silencieuse, les dossiers médicaux, les rapports de police, les protections scolaires, l'intendance de l'Église et les politiques de bénévolat pour supprimer l'accès et les privilèges, systématiquement. La différence entre cela et le spectacle est primordiale. Le spectacle nourrit leur ego lorsqu'ils jouent les victimes. La structure retire les leviers qu'ils utilisaient pour manipuler et se cacher. Le soir, je berçais Chloé dans son petit lit et je lui racontais des histoires de dinosaures courageux qui apprenaient à nager. Pas pour lui rappeler ce qui s'était passé, mais pour lui apprendre qu'elle pouvait être plus forte que sa peur. Elle a commencé à dormir plus longtemps. Elle a commencé à manger davantage au petit déjeuner. Elle a repris ses crayons de couleur. Regardez son rétablissement lent et régulier alors que les personnes qui l'avaient causé étaient progressivement évincées de leur rôle ressemblaient à un nouveau genre de vengeance, une vengeance qui les rendait plus petits, non pas par des publications infamantes, mais par l'évaporation lente des privilèges qui permettaient à la cruauté de se masquer en vie normale. Une semaine plus tard, je suis retourné chez mes parents pour une seule raison, récupérer le reste des affaires de Chloé. Aucune émotion, pas de voix tremblante, pas de supplication. Je suis entré avec Maria de l'ASE et un officier de police, pas seul, pas vulnérable. Mon père avait l'air confus, comme s'il croyait encore d'une manière ou d'une autre que le monde allait se réinitialiser et que j'allais simplement passer à autre chose. Maman a essayé de commencer à éructer immédiatement, « Oh, s'il te plaît, Léa, tu fais traîner les choses, tu aimes le mélodrame plus que l'air que tu respires. » L'officier l'a coupé net, nous sommes ici pour récupérer les effets personnels de l'enfant. Ce n'est pas une négociation. Mélanie a essayé de se diriger vers la chambre de Chloé comme si elle possédait encore chaque partie de ma vie, et Maria l'a arrêté d'un simple doigt levé, « Vous n'êtes pas autorisé à participer à ce processus. Retournez au salon. » Pour une fois, Mélanie s'est figée. Je suis monté à l'étage et j'ai emballé les poupées préférées de Chloé. Son carnet de croquis, ses pyjamas,
ses petits chouchous, son sac à dos, tout. Quand je suis descendu, mes parents se tenaient là comme des enfants qui réalisaient enfin qu'aucun adulte ne viendrait les protéger cette fois. J'ai regardé mon père directement en face pour la première fois de ma vie sans peur, vous n'aurez plus jamais accès à mon enfant. Ni de manière supervisée, ni en public, ni pour les vacances, ni à l'école, jamais. Il a laissé échapper un demi-rire pathétique, mais celui-ci s'est éteint à mi-chemin. Parce qu'à ce moment précis, l'officier lui a remis les papiers de l'ordonnance de protection d'urgence qui venait d'être approuvée. Il n'avait plus le droit de s'approcher à moins de 300 pieds de Chloé. Maman non plus. Mélanie non plus. Il n'a même pas eu d'avertissement. Il n'a pas eu la chance de discuter. C'était déjà enregistré, déjà actif, déjà réel. C'était ça, ma vengeance. Pas un discours, pas une scène dramatique. J'ai démoli la seule arme qu'ils aient jamais eue contre moi, l'accès. Je suis sorti, Chloé me tenant la main, Maria d'un côté, l'officier de l'autre. Leur visage donnait l'impression que leur oxygène leur avait été arraché, non pas par culpabilité, mais parce que pour la première fois de leur vie, j'avais pris le pouvoir et ils ne pouvaient ni le toucher, ni le détourner, ni le détruire. Et alors que la porte d'entrée se refermait derrière moi, ils ont enfin compris qu'ils n'avaient pas perdu une bataille. Ils nous avaient perdus pour toujours.